Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire le premier cours de droit de la famille. Alors on va commencer par l'introduction. Je vais d'abord parler dans une première partie de la notion de famille en droit. Ensuite je vais parler des effets de l'alliance et de la parenté. Alors, la notion de famille en droit. A. Définition de la famille. Il n'existe pas de définition légale de la famille car il n'y a pas de définition de la famille dans le Code civil, ce qui est pourtant le cas pour les notions telles que la personne morale. Lorsqu'il n'y a pas de définition légale, on se réfère généralement à la doctrine. Selon la doctrine, la famille est définie comme un groupe de personnes qui sont reliées entre elles par la parenté ou l'alliance, c'est-à-dire par la filiation ou par le mariage, selon le vocabulaire de Cornu. La famille n'est pas un concept uniquement juridique. Cette institution juridique est appréhendée par d'autres domaines de sciences sociales. Au plan sociologique, la famille est une forme de groupe naturel qu'on peut retrouver dans toutes les sociétés. La conception sociologique de la famille perçoit celle-ci comme un groupe de personnes unies par une communauté de vie ou dans de nombreux cas, mais pas uniquement unies par des liens du sang, ou dans de nombreux cas, mais pas uniquement unies par des liens du sang, comme je viens de dire. La sociologie permet d'appréhender la famille et les comportements familiaux. Sous ses aspects économiques, la famille est une unité de consommation, voire une unité de production. Jacques Carbonnier considère que la famille comme une fontaine d'avantages, enfin Jacques Carbonnier, J. Carbonnier, comme une fontaine d'avantages économiques. La famille au plan économique présente des avantages fiscaux, légaux, etc. Dans le cadre d'une activité artisanale ou agricole, la famille peut en effet être considérée comme une unité de production. Cette activité devra être saisie par le droit. La famille permet le transfert intergénérationnel en termes économiques qui peuvent être régulés par le droit. B. La définition de l'alliance et de la parenté. Alors, l'alliance est un lien de parenté entre deux personnes résultant d'un mariage. Les alliés sont unis par un lien d'alliance. On utilise le pluriel car le mariage crée un lien d'alliance entre les époux et leur famille mutuelle. Il ne s'agit pas simplement d'allier entre deux individus, mais entre deux familles. Par exemple, l'épouse de l'oncle et la tante par alliance, lien d'alliance. On ne peut donc limiter le lien d'alliance à deux individus seulement. Ce lien existe en ligne directe, par exemple, relation entre beaux-parents et gendre, bru, mais aussi en ligne collatérale par le biais des relations entre frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. La parenté est le lien par le sang entre deux personnes résultant de la filiation. Père et mère sont des parents. La présence de l'ensemble de ces liens vont donner lieu à des situations juridiques très variées. Il n'y a pas de famille mais des familles. Pluralité de la vision des familles. L'évolution des liens de conjugalité ont entraîné de nouvelles visions des familles. Depuis 1999, on reconnaît à côté du mariage un autre lien juridique entre les membres d'un couple, le PACS, Pacte civil de solidarité. Dans ce même texte, on a défini une autre forme de conjugalité, le concubinage. Puis en 2013, le mariage a été ouvert aux personnes de même sexe. Derrière l'alliance classique du mariage, on retrouve donc une pluralité des situations conjugales. On peut donc parler de pluralité de filiation de parenté, même si depuis 2005, on a consacré une égalité des filiations. Les enfants doivent disposer des mêmes droits, quelle que soit leur filiation. Filiation légitime, lorsque les parents de l'enfant sont unis par des liens du mariage. Filiation naturelle, lorsque les parents ne sont pas unis par des liens du mariage, célibataires non mariés, lors de la conception de l'enfant. Filiation naturelle adultérine, un ou deux parents sont engagés dans les liens du mariage avec une autre personne lors de la conception de l'enfant. Ces filiations ne donnent pas lieu à des situations juridiques identiques, mais tous les enfants ont les mêmes droits. La pluralité des familles concerne aussi les situations de familles monoparentales où un seul parent élève l'enfant, des familles classiques, un couple élève ses enfants, et des familles recomposées, un couple élève ses enfants. Cependant, tous les enfants ne sont pas issus de ce même couple. Concernant les familles recomposées, la loi du 21 février 2022 a tenu compte de cette évolution des familles en ouvrant à l'adoption aux familles recomposées autrement que par un remariage. 2. Les effets de l'alliance et de la parenté. Les liens d'alliance et de la parenté sont saisis par le droit privé au-delà du droit de la famille. Ces liens sont en effet pris en compte par des différents domaines du droit privé. C'est le cas du droit des successions, on tient compte des liens de la famille jusqu'au sixième degré, d'alliance ou de parenté. Article 734 du Code civil, qui hérite lorsque l'on décède. Le droit des personnes étudie également les liens de la famille, par exemple le nom,
Le régime juridique des mineurs peut également être mentionné dans les domaines de droit, se saisissant des liens de la famille, par exemple la tutelle. En droit fiscal, on tient compte des liens de parenté et d'alliance. Le couple marié, pacsé, font partie du foyer fiscal. Par ailleurs, en droit de la famille, un effet important de l'alliance et de la parenté est l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire ne concerne pas les denrées alimentaires, mais des hypothèses où les aliments sont dus par un membre de la famille à l'égard d'un autre membre de la famille pour satisfaire les besoins vitaux de ce dernier qui ne peut assurer par seule sa subsistance. Les aliments prennent le plus souvent la forme d'une somme d'argent, la pension alimentaire. L'obligation alimentaire concerne les ascendants et les descendants, liens de parenté en ligne directe. En vertu de l'article 203 du Code civil, concernant les descendants, les parents doivent les aliments aux enfants. Et l'article 205 du Code civil concernant les ascendants. Cette obligation est réciproque car les enfants doivent des aliments à l'ensemble de leurs ascendants, parents mais aussi grands-parents. Ascendants et descendants se doivent mutuellement des aliments, cela à l'infini en sollicitant le lien le plus proche. Les obligations alimentaires ne concernent donc pas les collatéraux, ne concernent pas les frères et sœurs ou les alliés sur le plan juridique. Concernant les époux, il existe cependant une obligation dont le contenu est identique, le devoir de secours et d'assistance. Mise en œuvre de l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire est conditionnée à la preuve que le créancier se trouve dans un état de besoin, qu'il ne peut se loger, se nourrir, se vêtir. Les aliments ne seront accordés que dans la mesure du besoin du créancier et des ressources du débiteur. Article 208 du Code civil. Le débiteur doit pouvoir subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de ses proches avant de pouvoir consacrer des revenus à celui qui demande la pension. L'obligation alimentaire a un caractère personnel, elle n'est pas transmissible aux héritiers. L'obligation alimentaire étant réciproque, elle va en sens ascendant et descendant. Cette réciprocité trouve une exception lorsqu'un parent manque gravement à ses obligations à l'égard d'un enfant, cela le prive du bénéfice de l'obligation alimentaire, code CASF. La loi du 30 juillet 2020 a considéré qu'en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou sur l'un de ses ascendants, frères ou sœurs, alors il y a privation du droit d'obtenir des aliments. C'est le cas lorsque le parent commet un crime, par exemple féminicide, viol incestueux, etc. Comment est versée cette pension? Il s'agit généralement d'un versement en argent. Il est pour autant possible de l'exécuter en nature en fournissant un logement, des aliments, des vêtements, etc. Article 210 du Code civil. Les sanctions. En cas d'inexécution de l'obligation alimentaire, il existe des sanctions civiles et pénales. Notion d'abandon de famille. 3. L'évolution du droit de la famille. Sous la Révolution française, on a assisté à une évolution radicale de la famille et de son droit. En effet, on assiste à une forte progression de la liberté et de l'égalité au sein de la famille. L'égalité au sein de la famille supprime le droit d'aînesse, ce qui supprime la hiérarchie au sein de la fratrie, suppression du privilège de masculinité. La progression vers plus de liberté se traduit par l'admission du divorce. Or, la vision chrétienne n'envisageait pas le divorce en raison de son indissolubilité de l'indissolubilité du mariage. Dans le lien de filiation, la fin de la puissance paternelle après 21 ans prend place. En 1804, juste après la période révolutionnaire, on remarque une continuité de ces héritages révolutionnaires, mais pour autant, le maintien de l'ensemble des avancées révolutionnaires ne se fait pas. Il y a des grandes conceptions présentes dans le Code civil, une conception laïque du mariage qui est vue comme une institution civile, qui marque une rupture avec la conception chrétienne du mariage, autorisation du divorce au nom de la liberté individuelle, mais courte durée car il sera supprimé en 1818. Il faudra attendre 1884 pour que l'accès au divorce soit rétabli. Le Code civil reste marqué par la puissance paternelle. Celle-ci est maintenue jusqu'à la majorité établie à 27 ans. Le mari est présumé être le père des enfants de sa femme. Présomption de paternité. Cela suppose la fidélité. Puissance maritale. L'épouse doit obéissance au mari. Elle passe de la puissance paternelle à la puissance maritale. Incapable d'effectuer un acte juridique sans l'autorisation du mari, inégalité entre les enfants naturels relégués au second plan, ils ne peuvent exercer d'action en recherche de paternité naturelle, donc ne peuvent reconnaître leur lien de filiation de leur père biologique. Le lien dépendra donc de la volonté du père. C'est au cours du XXe siècle que la famille et son droit ont grandement évolué.
1938, suppression de l'incapacité de la femme mariée. Ce n'est qu'en 1960 qu'une ouverture s'effectue suite à de nombreux combats. En 1965, permission à la femme mariée de pratiquer une activité professionnelle sans l'autorisation de son mari. En 1970, autorité parentale conjointe au sein de couples mariés, égalité du pouvoir des parents à l'égard des enfants, fin de la notion de chef de famille. 1972, égalité entre les enfants légitimes et naturels, possibilité de reconnaître les enfants adultériens, possibilité d'ouverture d'action en recherche de reconnaissance naturelle, etc., etc. Et il suffit de regarder ce tableau avec les évolutions au cours du XXe siècle, qui est très intéressant. Partie 1, les couples.